depuis longtemps, j'ai toujours dit dans plusieurs endroits où il n'était pas, qu'il y a deux personnes qui m'émeuvent de par leur politesse et leur urbanité. C'est Amadou Mame Diop, ancien président de l'Assemblée nationale, et Serigne Saliou Diagne. Je l'ai toujours dit, et je pense que certains dans cette salle pourront en témoigner, parce que je l'ai toujours répété devant eux. Donc, et son urbanité se confirme aujourd'hui par les propos très, très gentils qu'il adresse à Ibou Fall, qui ne les mérite guère. Donc, merci beaucoup Serigne Saliou pour ton élégance et ta courtoisie et ton exquise urbanité, mais tu les tiens de notre grand Madiambal Diagne, qui est aussi quelqu'un de très courtois, très urbain. Et les chiens ne font pas des chats. J'en viens maintenant à parler de Ibou Fall, qui a eu l'amabilité de m'inviter à cette séance pour que je présente son ouvrage. Je dirais trois choses rapidement d'Ibou en guise d'introduction. D'abord, j'ai la malchance d'avoir eu Ibou comme patron, et je m'en veux toujours. Mais j'étais jeune et plutôt paumé, donc Ibou m'a corrompu. Et il a été mon patron. Et je garde un grand souvenir de cette belle période. La deuxième chose, c'est que ce livre a, en guise d'introduction, a trois problèmes. C'est une offense au chef de l'État. C'est une diffusion de fausses nouvelles. Et c'est une offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives de je ne sais qui. Voilà, et donc, de ce point de vue, une triple offense. Mais je suis là au-delà de l'amitié que j'ai pour Ibou Fall, au-delà de l'admiration que j'ai pour sa personne, pour sa plume, et aussi, je fais partie des personnes que la gentillesse touche. Et la gentillesse d'Ibou Fall, son courage, je reviendrai sur le courage, mais aussi son amabilité et sa courtoisie me touchent profondément. Et je suis là aussi parce que je lui dois beaucoup, pour une raison plutôt simple, c'est qu'Ibou a pris beaucoup d'insultes à ma place. Parce que comme j'écrivais dans le Petit Railleur et que personne ne signait, donc, les gens ont beaucoup insulté et menacé Ibou Fall pour les articles que j'ai écrits. Et je sais qu'ils pensent à un article en particulier, mais on ne va rien dire. On va passer aux choses sérieuses. Donc moi, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai lu le livre d'Ibou. Je l'ai lu plusieurs fois. Bon, j'avais déjà lu les chroniques parce que je suis très, comme je pense tout le monde ici, très régulier des chroniques d'Ibou Fall, comme les chroniques de Serigne Saliou, celles de Bachir. J'ai eu aussi la chance et l'honneur, le privilège d'avoir écrit pendant 4 ans pour le quotidien, tous les mardis, à travers les traverses. Donc j'avais lu les textes d'Ibou que j'ai toujours trouvé plutôt fabuleux, très bien écrits, bien faits, avec un grand sens littéraire, mais aussi un grand sens politique. Donc il a eu la bonne idée donc, de compiler ces textes dans cet ouvrage d'environ 250 pages, et c'est, je pense, une quarantaine de chroniques. Ibou, donc avec un titre très particulier, 2024-2025, Chronique des Enfoirés, je n'en dirai pas plus. Ce que j'ai admiré dans l'ouvrage, et comme ce que j'admire toujours chez Ibou, c'est d'abord le style. Ibou écrit très bien. Ibou écrit très bien. Et je suis très jaloux parce qu'une fois, je suis parti présenter des condoléances et j'ai croisé un de mes tontons qui m'a dit tout le bien qu'il pensait des textes d'Ibou. Sauf que j'écrivais à la même période au quotidien. Il n'a eu aucun mot pour moi. Donc j'ai été très jaloux, effectivement, qu'il ait passé vraiment plus d'une demi-heure à me parler des textes d'Ibou. Donc c'est d'abord le style, la qualité de la langue, et qui nous rappelle que nous sommes au pays de Senghor. Senghor que l'on veut oublier, dont on veut torturer la mémoire, dont on veut profaner finalement la mémoire et les idées. Senghor demeure, et ce sont des gens comme Ibou qui nous rappellent pourquoi le Sénégal est un grand pays, parce que c'est un pays qui a été fondé par un poète. Amadou Lamine Sall, senghorien, aguerri, homme de courtoisie, de culture, disait que le Sénégal est un pays spécial parce qu'il a été fondé par un poète. Et moi, j'admire beaucoup cette constance chez Ibou Fall à bien écrire, à considérer que, comme en diplomatie, le fond a autant d'importance que le forme, et que dans la chronique, dans l'écriture médiatique, comme dans l'écriture tout court, la forme est essentielle comme le fond, parce que nous avons parfois de belles idées, mais écrites d'une manière, disons, un peu cavalière, et que l'on considère désormais dans ce nouveau Sénégal de France dégage que tout ce qui se rapporte à Senghor, tout ce qui se rapporte à la francophonie, tout ce qui se rapporte à la belle langue, sont des choses qu'il faut jeter à la poubelle au nom du porosé. Et Ibou dit constamment,
Et dans un des textes, il le dit que quand on considère que Senghor minimisait l'économie, minimisait les choses pratiques, n'était pas quelqu'un de structuré, parce que c'est un poète, c'est quelqu'un qui n'a jamais écrit de poésie, et tu as raison. Et c'est quelqu'un qui n'a même peut-être jamais lu de poésie pour dire cette chose. Quand on connaît la difficulté à écrire de la poésie, dans le style, dans la métrique, presque dans le calcul, dans les rimes, soit embrassées ou autres, on sait que écrire de la poésie, et quelqu'un qui écrit de la poésie est d'ailleurs quelqu'un plus susceptible de comprendre l'économie et les rouages du commerce international. Et de ce point de vue-là, Ibou sacralise Senghor, et par Senghor, il sacralise la belle langue, les belles idées, et surtout le Sénégal que nous connaissions, le Sénégal qui existe à travers ce qu'il appelle lui le peuple normal, mais qu'on a tendance à masquer au nom de quelques idées extrêmement étranges, voire saugrenues, comme celle de France Dégage et autres. Dernière chose, pour ce premier chapitre, là, sur la forme, en lisant Ibou, il y a quelque chose de très constant. Moi, j'ai lu tous les ouvrages d'Ibou Fall, donc il y a une constance un peu dans ses textes. Il y a quelque chose que l'on retrouve au-delà du style, au-delà de la qualité de l'écriture, du niveau de langue. Il y a aussi ce fil rouge d'un homme sensible à l'histoire. Parce que chez Ibou Fall, dans cet ouvrage-là, il y a un fil rouge où il parle de l'histoire du Sénégal mais en réinvestissant finalement l'histoire dans le contemporain. Et il parle aussi de la politique contemporaine, donc de cette année extrêmement riche d'enseignements, de rebondissements, de bouleversements même. Et il réinsère finalement cette année-là dans la grande histoire du Sénégal. C'est un jeune pays, mais avec une grande histoire. Et se rappelle cet aller-retour toujours entre l'histoire, entre le passé et le présent, entre l'histoire et le contemporain. Et c'est quelque chose, moi, que je trouve essentiel parce que, et Serigne Saliou le dit, Ibou a pratiqué tous les métiers du journalisme. En tout cas, il a visité toutes les pièces de la maison du journalisme ou des médias de manière générale. Et c'est un éducateur. Parce qu'on apprend toujours quand on lit Ibou Fall. On apprend toujours. Donc les péripéties de la scission, du départ de Senghor, de la SFIO pour créer le BDS. Les grandes épopées de Mamadou Dia, la crise du 17 décembre 1962, Amadou Mahtar Mbow, le Prat Sénégal, les événements de 1984, du 16 février 1994, les événements de 88, 93, 2000, 2011, 23 juin, 2012, 2019 et 2024. Donc en fait, il y a toujours quelque chose qui nous rappelle à l'histoire, et l'histoire est essentielle parce qu'elle nous permet de nourrir finalement le présent, et elle nous permet aussi de nous préparer, ou en tout cas de comprendre, de savoir sur quel levier on devrait appuyer pour envisager le futur. Et nous sommes dans une époque très particulière où les lignes bougent, où les bouleversements sont nombreux, aussi les fractures sociales sont béantes, parce qu'il faut oser le dire, ce pays est quand même fracturé, il est divisé. Les Sénégalais se regardent désormais en chien de faïence et ils ne discutent quasiment plus, ils s'invectivent ou s'insultent. Et que je disais tout à l'heure à Serigne Saliou, avant que cette cérémonie ne commence, qu'il y a finalement quelques Sénégalais qui considèrent que Ibou, Serigne Saliou, moi-même, Madiambal Diagne, Bachir Fofana, etc., à la limite ne devraient pas vivre, à la limite ne devraient plus marcher, et qu'on voit tout le temps sur ce grand théâtre des curiosités que les réseaux sociaux. Ah oui, un tel parle toujours, un tel est toujours là, la justice ne fait pas son travail, tel magistrat est corrompu, on ne devrait même pas l'affecter à Tamba, on devrait le tuer, on devrait l'emprisonner, tel garde des Sceaux ne fait pas son boulot parce que M. Pathé Diouf vit. Bon, c'est vrai qu'un Sérère qui vit encore, c'est très curieux, mais Pathé Diouf peut-être devrait vivre. Et que ces fractures-là, Ibou les lie avec une lucidité et parfois un calme qui, moi, m'interpelle et m'interroge. Parce que on se parle beaucoup au téléphone, et c'est moi qui l'appelle aussi, il n'a jamais de crédit. Et on se parle très longuement, et Ibou a toujours un calme, une forme de sérénité que je trouve très admirable. C'est-à-dire que tu viens avec tes grandes inquiétudes d'intellectuel, de grands penseurs qui a lu je ne sais qui, les grandes pensées, les grandes théories de la déclinologue. Et puis bon, Ibou, il est très calme, très serein. En 2 phrases, il t'a dit non, non, c'était comme en 2013, c'était comme en 88 là. Oui, non, quand les gens posaient des bombes là, oh non, ça c'est rien là, oh là. Bon, Ibou, on a quand même cramé l'université de Dakar. Oui, non, mais bon, c'est des gens mal éduqués, c'est tout.
Ibou, un tel a dit ça. Non, 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 c'est parce qu'il n'est pas éduqué, c'est parce qu'il croit en rien, c'est parce que juste c'est un gars pas éduqué. Voilà. Donc c'est assez intéressant de voir que cette nourriture de l'histoire, cette connaissance très fine de l'histoire, permet toujours finalement de relativiser le présent et de considérer que, contrairement à ce que beaucoup de nos jeunes concitoyens pensent, ce pays n'a pas commencé avant-hier, il n'a pas commencé à 5 à 10 ans, ce pays est très vieux. Le Sénégal est une longue histoire, c'est une belle histoire, parsemée de moments très durs, parsemée de moments de violence, parsemée aussi d'épopées glorieuses. J'ai voyé récemment la victoire de Maître Wade en 2000. Pour ma génération, moi, je n'avais pas l'âge de voter, mais moi, je n'avais jamais imaginé qu'on pouvait changer le pouvoir démocratiquement en Afrique. Pour moi, c'était inimaginable que quelqu'un soit vaincu aux élections en Afrique. Donc, pour nous, c'était un moment fabuleux, extraordinaire, que le Sénégal montre au monde quelque chose, qu'en Afrique, les malheurs, ou en tout cas la guerre civile, les coups d'État, n'étaient pas finalement une fatalité africaine. Et il a ouvert la voie, Maître Wade, et Ibou, malgré quelques moqueries, c'est normal qu'il aime bien, châtie bien, Ibou quand même reconnaît la place de Maître Wade dans l'histoire du Sénégal. Et je voyais encore en 2000, après une campagne électorale un peu particulière, un peu bizarre, que M. Macky Sall a été élu et que bon, le lendemain, les gens sont allés vaquer à leurs occupations. Et qu'en 2024, tout le monde a eu peur pour le Sénégal. Et Ibou a toujours dit, écoute, bon, ça va bien se passer. Il n'a jamais dérogé finalement à cette culture ou à cette attitude à être toujours calme. Et ça, je pense que c'est le sens de l'histoire qui le fait. C'est connaître l'histoire, de considérer que en fait, les faits d'hier, en fait, nous finalement, nous vivons les mêmes choses. Il n'y a que les acteurs qui changent. Par exemple, quand il dit dans un des textes, la révolution n'abolit pas les privilèges, mais change juste finalement de privilégier, et que les bannis d'hier sont les privilégiés d'aujourd'hui, je pense que tout un chacun, après 1 an et demi d'exercice du pouvoir de ces gens, le voit. Seuls les privilégiés ont changé, et voilà. Ce que je vois aussi dans le fond, il y a 4 choses qui sont essentielles dans le travail d'Ibou Fall et surtout dans ce bouquin, et qui, moi, que j'aime beaucoup, et qui pousse chez moi une réflexion, ou en tout cas quelques idées assez rapidement. D'abord, c'est le courage. Tout le monde dit qu'il vous fallait courageux, Céline Sall lui a dit, il a son sac de club, c'est-à-dire un club de gens qui se lèvent tous les matins pour se soulager en insultant Ibou Fall. Après lui, il les lit. Bon, c'est aussi... Tout le monde dit qu'il vous fallait courageux, mais moi, je suis plus dubitatif. En fait, je suis plus nuancé pour la raison suivante. Quand on a parlé de la grande écrivaine Annie Ernaux, prix Nobel, quand on lui a dit que Madame Ernaux, vous êtes courageuse, elle a répondu, il n'y a rien de courageux à s'asseoir sur un fauteuil et à écrire un texte. Aux États-Unis, en France, au Sénégal. Je vais citer ces 3 pays-là parce que mon ami Abdoulaziz Diop m'a dit un jour au téléphone, il y a 3 pays dans le monde qui ont l'obligation d'avoir un président intellectuel. Il y a 3 pays dans le monde qui ont l'obligation d'avoir un président intellectuel. Le Sénégal, la France et les États-Unis. Et si ces 3 pays, ou un de ces 3 n'a pas un président intellectuel, bonjour les dégâts, je ne vais citer aucun pays. Je ne vais citer aucun président non plus pour les 3 offenses que j'ai citées au début, notamment l'offense au chef de l'État. Donc, et je considère qu'il n'y a rien de courageux à s'asseoir sur un fauteuil à écrire un texte dans une grande démocratie comme le Sénégal, considérée comme pour moi la démocratie la plus ancrée en Afrique. Il y a, quelqu'un me rétorquera, oui, bon, sortir une information pour un journaliste, prononcer le mot gougnafier ou zouave peut vous amener en prison, dire que tels électeurs sont des abrutis peut vous faire passer 2 mois en prison. Ce sont des choses que je ne peux pas nier parce qu'elles touchent mes amis. Donc elles me touchent aussi dans ma chair et dans mon intime. Mais comme disait Faulkner, je ne peux pas accepter la fin de l'homme. Je ne peux pas accepter la fin du Sénégal, parce qu'accepter la fin du Sénégal, c'est considérer qu'écrire une chronique, c'est être courageux. Je vais toujours dire que c'est un grand pays, c'est un pays de lumière, c'est un pays de lettrés, c'est le pays de Senghor, c'est le pays d'Amadou Mokhtar Mbow, c'est le pays de Jean Collin, c'est le pays de Caroline Diop,
de rose basse. Donc ce pays, malgré quelques moments troubles, malgré le moment d'abaissement national que nous traversons, ne peut pas s'effondrer. This country won't wash away, comme dit la chanson. Je ne peux pas dire que maintenant nous sommes arrivés à devenir une sombre dictature jusqu'au point où écrire une chronique relève du courage. C'est très discutable ce que je dis par contre, je le reconnais, mais c'est quelque part une rage d'expression de l'amour du Sénégal, de l'amour de la patrie républicaine et de l'attachement à une certaine vérité historique et le refus finalement de l'arrachement à mon pays. Parce que le jour où je considère que le travail de ce que disait Pasolini, parce qu'Ibou est très pasolinien dans son écriture, Pasolini parlait de poète civil, d'intellectuel organique, de penseur finalement de son pays. Si je considère que son travail est devenu dangereux et relève du courage, je renoncerai au Sénégal et peut-être que je partirai, et nous tous peut-être on partira. Donc malgré les faits, les emprisonnements que j'ai cités, les menaces, les insultes, je considère, j'essaye de me dire que ce sont des épiphénomènes, et finalement que l'on va oublier à l'échelle de la grande histoire du Sénégal. Il ne faut pas que nous démissionnions du Sénégal en acceptant que tout emprisonnement, même celle de Bachir, qui est totalement incongru, relève finalement de la fin du Sénégal. C'est un choix discutable, hein, mais moi en tout cas c'est un choix que je fais. Donc du coup je ne pense pas qu'il vous faille un courageux, je pense que juste que c'est quelqu'un qui est dans la logique de ses maîtres, du politicien à Sopi, au témoin, au Cafard, et aussi de ses références, parce que je sais l'attachement qu'il a au Canard enchaîné. C'est un intellectuel qui écrit dans le pays de Senghor, le pays des outrances, des impertinences, où finalement la fonction d'intellectuel est protégée et préservée par l'espace public, dans la diversité de ses nuances, mais aussi dans son intégralité et son essence. Donc je n'accepte pas qu'on parle de courage. Personnellement, mais ça, excusez-moi de parler de moi 2 secondes, moi, franchement, oui, j'ai été insulté, menacé, mais franchement, personne ne m'a jamais agressé dans la rue, et je ne pense pas qu'ils vont être agressés dans la rue non plus. Donc on n'en est pas là, non, on n'est pas le Zaïre d'aller faire un Mobutu. Donc, le courage. Deuxième chose, c'est le sens de l'histoire. Ça, j'ai assez développé peut-être là-dessus, rapidement, juste. C'est le fait de toujours, dans cet ouvrage-là, dans ces textes, comme dans ces chroniques radiophoniques, toujours réinvestir finalement les choses dans une profondeur historique. Parce que ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est que nous avons des dirigeants plutôt incultes, qui n'ont pas lu, qui ne connaissent pas grand-chose, qui n'ont pas beaucoup voyagé, qui ne sont pas ouverts, disons, aux choses du monde, qui ne sont pas ouverts à la conversation du monde, et du coup, qui considèrent que le Sénégal s'arrête au Porosé. C'est comme ça. Que le Sénégal s'arrête entre, je sais pas, tel village sérère et Cité Keur Gorgui. Non, le Sénégal est plus vaste que ça. C'est le pays de Jean Collin, c'est le pays... Voilà, c'est un pays qui est vieux et qui a vécu déjà beaucoup de choses. Moi, je vais souvent... une fois par mois, j'essaye d'aller visiter la tombe de Senghor pour me recueillir. Et je vais toujours à côté de la tombe de Senghor, personnage absolument... fabuleux, magnifique. À côté, il y a la tombe d'André Pétavin. Et moi, je suis assez fasciné par, comme Nerval, le poète, moi, je suis assez fasciné par les cimetières, je suis assez fasciné par le silence qui règne. Cimetière d'ailleurs de Bel Air très organisé, très ordonné. Ça, c'est une conversation que j'ai toujours avec Yves au téléphone, mais les cimetières, on n'en parlera pas ici. Très ordonné, très silencieux, et finalement, il y a quelque chose qui s'y passe qui relève d'un mythe où on entendrait presque dans ce silence les ombres parler. On entendrait presque dans ce silence les délibérés des conseils des ministres de l'époque. Donc je disais qu'à côté de la tombe de Senghor, il y a la tombe d'André Pétavin, tout blanc, sénégalais, qui est mort à 37 ans, ancien ministre de l'économie et des finances du Sénégal. Et un pays qui a eu André Pétavin, blanc, qui s'appelle André Pétavin. Vraiment, ce n'est pas Samba Diouf ni Modou Thiam.